toutes et à tous. Merci pour l'invitation également. Tout simplement, dans tout projet de construction ou de constitution d'un outil de travail, nous allons être les premiers à intervenir en tant que concepteur de vos ouvrages ou de vos outils de travail. Donc, ça va être le premier biais par lequel on va commencer à dépenser de l'énergie. L'énergie, la consommation, les coûts liés à tous ces actes-là sont aujourd'hui assez lourds pour tout à chacun. Donc, tous nos projets sont menés avec une démarche d'éco-construction logique et qu'on veut le plus accessible à la plupart d'entre vous, tout au moins dans la compréhension. Donc, l'éco-construction, c'est quoi aujourd'hui? C'est pardon. Voilà, ça y est. L'éco-construction, c'est quoi? C'est aujourd'hui tout bâtiment qu'on va construire, il faut avoir bien ça en tête, sur tout le cycle de vie qu'on peut estimer. Alors bien évidemment, tous nos bâtiments vont aller bien plus loin qu'une garantie décennale, mais par contre, sur les 20 à 30 prochaines années de vie dans sa construction et dans son utilisation, un bâtiment va consommer en énergie sur sa première phase, qui est celle de la construction, à peu près 40% du besoin énergétique. Donc dès ce stade-là, il faut commencer à intervenir pour préserver nos ressources et ensuite pour vous garantir un impact énergétique qui soit le moins important possible pour vous dans les années d'exploitation de ce bâtiment-là. Il faut savoir que vous allez, dans son utilisation, dépenser 60% dans les 20 prochaines années de ce qu'aura coûté le projet global. Donc c'est pour ça qu'il est important de l'intégrer et d'initier toutes les démarches de construction sur ce leitmotiv qui est celui-là. Aujourd'hui, il existe plein de matériaux, de solutions pour construire. Il est important de cibler on a le choix, on a la chance d'avoir un choix important de matériaux, de procédés, mais il est important de bien les cibler pour avoir un impact le moins important possible et se baser sur les grands principes de la construction durable, puisque il faut avoir à l'esprit que le premier objectif, c'est de limiter quand même contre le réchauffement climatique, de respecter aussi notre environnement, bien évidemment. Et quand on parle d'éco-construction, il ne faut pas oublier aussi le bien-être des personnes et qui vont œuvrer dans ces bâtiments-là, parce qu'il est important qu'on limite nos impacts énergétiques, mais aussi qu'on préserve l'humain dans l'ensemble de nos bâtiments à construire. Donc, comment on va procéder? On va essayer de limiter notre impact en prenant en compte tout ce qui va émettre dans ce cycle de bâtiment, ce dont je vous parlais tout à l'heure, des besoins en énergie. On va essayer de poursuivre l'amélioration aussi de la performance énergétique et la baisse des consommations avec des énergies moins carbonées. Ces énergies moins carbonées, aujourd'hui, elles sont facilement accessibles avec le photovoltaïque, avec également de la géothermie. Il n'y a pas une solution qui s'applique à tous les projets, il y en a beaucoup. Elles sont en fonction aussi du contexte dans lequel va être construit le bâtiment. On en parlait tout à l'heure, garantir qualité et confort pour les usagers est quelque chose d'assez important parce qu'il contribue au bien-être qu'on peut avoir dans le bâtiment dans les années à venir. Alors, on intervient comment quand on construit un bâtiment? On part de ce qu'on appelle dans nos métiers la faisabilité. Cette faisabilité, elle a pour but de définir vos besoins immédiats et futurs, parce qu'il est important, quand on construit un bâtiment, d'imaginer ce qui peut devenir dans l'avenir et comment vos activités peuvent également évoluer, de manière à ce que ce qui a été construit à un moment donné soit encore valable dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et surtout, d'être capable de faire face à vos futures extensions sans avoir à remettre en cause ce qui a été construit, tout simplement parce que c'est dans vos pratiques une contrainte qui vient se greffer à votre travail, et puis aussi des surcoûts liés à des démolitions possibles pour reconstruire. Donc, dans cette démarche de faisabilité, c'est d'établir un programme
de définir avec vous quels sont les locaux dont vous aurez besoin, de correctement les dimensionner, d'essayer de mutualiser des espaces à plusieurs activités possibles, ne pas avoir un espace dédié qu'à une seule activité dans votre cycle sur l'année, mais que ce besoin-là de construction soit le plus circonscrit possible pour éviter de créer de la surface et de l'impact sur l'environnement. Dans cette approche de faisabilité-là, il est important aussi de tenir compte de l'environnement. Vous le savez très bien, travailler par gravité est quelque chose qui est une priorité chez vous. On ne peut pas toujours le faire, mais il n'y a pas que cet en fait, impact du terrain. Il y a l'environnement proche, l'orientation des bâtiments, qui est un facteur très important dans sa conception, parce qu'il est lié à l'exposition, à la température, à la lumière, et également à ce que vous avez comme impact. On a une responsabilité en tant que constructeur, alors nous, acteurs, mais vous, en tant que personne qui avait besoin d'un outil de travail, dans l'impact qu'on va avoir sur notre environnement, sur nos voisins quand on construit un bâtiment. Il faut savoir qu'un bâtiment aujourd'hui va durer de nombreuses années. Alors dans les projets, cette conception dite bioclimatique, tout est dans le titre. On travaille sur sa volumétrie, il faut qu'elle soit idéalement développée pour vos activités. Leur orientation également, puisqu'on ne va pas orienter un bâtiment, enfin, une pièce comme une cuverie par exemple, pour laquelle on va essayer de préserver les températures. Donc on va essayer majoritairement d'orienter ces bâtiments, enfin ces parties de bâtiments-là en façade nord, ce qui permet aussi d'avoir des ouvertures. On voit beaucoup de cuveries qui sont toutes vitrées, qui sont très jolies, mais qui ont un besoin énergétique assez important pour les maintenir en température. Quand on expose ça au nord, on sait qu'on a une lumière qui est constante, une température qui est quasi constante tout au long de l'année, tout du moins qui n'est pas impactée par le rayonnement solaire. Des débords de toiture, c'est des choses simples. Il ne faut pas chercher, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Tout a déjà été inventé sur la manière de préserver un bâtiment dans son environnement. Il suffit juste de correctement l'adapter au métier qui est le vôtre. Donc, quand on cherche à se protéger du soleil, c'est tout simplement travailler les bâtiments, les débords de toiture en fonction des incidences du soleil et l'impact que ça peut avoir sur le bâtiment, sachant qu'il ne faut pas toujours se préserver du soleil. On en a besoin pour la lumière, on en a besoin aussi pour des apports de chaleur en hiver. Donc, le soleil est aussi notre ami dans certaines périodes de l'année. Tout comme des vitrages, aujourd'hui, de nombreux fabricants ont développé des produits verriers qui sont très aboutis. Et en fonction des orientations, nous allons travailler avec des vitrages qui sont différents pour limiter les apports en calories sur le bâtiment. De même, puisqu'on le disait tout à l'heure, l'impact sur l'environnement démarre dès le premier coup de pelle. Il est important de caler un bâtiment sur un terrain de manière à essayer d'optimiser les déblais remblais, parce que c'est une source de dépense importante pour celui qui investit, mais surtout très énergivore en termes de besoins sur les carburants, puisque un mètre cube qui n'est pas utilisé sur le terrain ou pas réutilisé doit être évacué du site, ce qui coûte très vite assez cher. Et ensuite, parce que nos nappes sont en déficit, et ce sont des choses qui vont perdurer malheureusement, c'est de gérer l'infiltration de l'eau pluviale à la parcelle. Il existe plein de solutions maintenant pour le faire sans avoir nécessairement besoin de monopoliser une trop grande partie du foncier. Donc la recherche des possibilités de recours aux énergies renouvelables, c'est le solaire, c'est la géothermie, dans celles qui sont directement accessibles pour nous. Maintenant, c'est des technologies qui se sont simplifiées, mais aussi qui permettent, auxquelles on a accès assez facilement. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont capables de les mettre en œuvre, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années, mais attention aussi, il faut tout systématiquement faire des simulations et ne pas se lancer corps et âme systématiquement du photovoltaïque ou de la géothermie. De la géothermie, il faut savoir aussi que ça consomme de l'énergie pour aller pomper de l'eau dans la nappe, donc ça peut avoir un impact. Le choix des matériaux est tout aussi important. On en parlait à l'instant. On a le choix dans beaucoup de matériaux, biosourcés, non biosourcés. Il est important déjà d'avoir une connaissance de ces matériaux-là, connaître leur évolution dans le temps et comment ils vont dans le bâtiment durer dans les 10, 20 ou 30 prochaines années.
On a des exemples comme certaines cuveries qui ont été isolées en liège à une certaine époque. Et la problématique, c'est qu'une cuverie, c'est quelque chose où on a de l'humidité. Et donc, dès qu'on emprisonne de l'humidité dans ces ouvrages-là, on peut avoir des dégradations dans le long terme. Donc, attention aux matériaux qui nous sont proposés aujourd'hui, de bien les cibler et de correctement les mettre en œuvre. Il existe aussi dans ces matériaux-là, et ça c'est important parce qu'on a de plus en plus de remarques à ce sujet-là, des problématiques de COV. Donc, certains matériaux comportent des composés qui peuvent être dangereux pour vos vins. Donc attention à l'emploi de certains de ces matériaux, au-delà du fait que pour certains, ils sont assez rapidement écartés des matériaux utilisés par les assureurs. Donc là aussi un impact sur votre coût de bâtiment. Ce qui est très important, ça va être d'estimer au mieux possible les consommations d'un bâtiment. Alors, on sait que ce n'est pas toujours évident quand vous construisez, parce que vous n'avez pas forcément le recul et l'expérience d'un ouvrage déjà réalisé, mais le besoin énergétique lié au fonctionnement, en production de froid, en fonctionnement des machines, est aujourd'hui très vite gaspillé si on ne mesure pas correctement. On a tous les outils, les automatismes qui nous permettent de cibler et de piloter in situ ou à distance toutes ces consommations d'énergie. Bien évidemment, et de plus en plus, et ça va devenir une obligation, les nouvelles réglementations thermiques vont nous contraindre à tracer et à établir l'analyse du cycle de vie des matériaux qui vont être utilisés. Donc, le cycle de vie, c'est quoi? C'est que nous a coûté l'utilisation de tel ou tel produit dans la construction du bâtiment depuis son extraction, les mines, jusqu'à son exploitation, son utilisation, son éventuel réemploi. Et dans les années à venir, les matériaux seront catégorisés en fonction de cette démarche. Systématiquement, on ne part pas sur des postulats de choses déjà réalisées qu'on pense bien fonctionner. On fait des simulations. Là, c'est un exemple de simulation sur le flux lumineux où, en fonction du nombre de lanterneaux qu'on peut rajouter, on améliore le pourcentage, ce qu'on appelle le flux de l'FLJ. Donc, on améliore cet apport de lumière naturelle dans le bâtiment sans avoir systématiquement besoin d'avoir recours à de l'éclairage artificiel. Donc, ce sont des simulations qu'on établit assez régulièrement et qui sont aujourd'hui assez faciles à faire dans la mesure où on a des outils logiciels qui nous permettent de le faire. Estimer les consommations en phase d'exploitation et la mise en place de moyens de mesure de surveillance, c'est ce dont on parlait à l'instant, c'est via les automatismes, nous permettre de mesurer, contrôler, délester éventuellement des parties d'ouvrage en consommation pour permettre à d'autres de fonctionner un peu mieux de manière plus optimale. Et tous ces éléments-là, toutes ces contraintes qu'on va donner dans la conception de nos bâtiments, elles seront indiquées, écrites dans ce qu'on appelle des cahiers des clauses techniques particulières. Ce sont des documents qui sont remis aux entreprises pour leur permettre de chiffrer la construction, enfin les coûts de construction, et aussi de respecter des impositions en termes de techniques et d'objectifs à atteindre. Bien sûr, arrive ensuite la partie travaux où il est important d'arriver à faire mettre en œuvre ce qu'on a pu demander aux entreprises. Donc, en contrôlant ce qui a été réalisé sur place, c'est de s'assurer que les matériaux demandés sont bien ceux qui ont été imposés. On met de plus en plus en place, et ce, avant que ça ne devienne une obligation, même si c'est d'actualité, un tri des déchets sur les chantiers, parce que maintenant, beaucoup de déchets sont valorisables. Certains fournisseurs ont déjà même mis en place en amont des réseaux de collecte dès la vente du produit. C'est particulièrement vrai pour les métiers de l'étanchéité. Cette optimisation de la consommation d'eau et d'électricité sur le chantier, elle est assez facile à faire à partir du moment où on a sensibilisé les personnes et où on est attentif au moment du suivi des chantiers à ce que les choses soient correctement mises en œuvre et utilisées sur le chantier. On a trop vu de chantiers où les bungalows sont ouverts en grand avec le chauffage électrique à fond pendant toute la période hivernale, même des fois en été.
ou alors les robinets qui fuient sur les chantiers. Ce sont des petits gestes, mais en termes d'impact, ben voilà, on a tous à jouer sur ces éléments-là. Au-delà de ça, la performance des bâtiments, bon, on a maintenant des démarches à mesurer les perméabilités à l'air, le bruit également. Attention également sur tout ce qui est migration de l'humidité dans les bâtiments. On va de plus en plus vers des bâtiments qui sont fortement isolés et ce qui crée ce qu'on appelle des points de rosée, c'est-à-dire que vous avez des phénomènes comment dire, condensation, voilà, merci, de condensation à l'intérieur des parois, ce qui à terme risque de poser de graves problèmes sur les bâtiments, notamment des sinistres, très certainement. Un peu, ouais, je peux acheter les touches. Alors, l'éco-construction, on peut se poser la question aujourd'hui. Le foncier est contraint, le coût du foncier est fort important, l'impact d'une construction n'est pas neutre. On a tous des bâtiments qui existent. La question première à se poser, c'est est-ce que ces bâtiments-là pourraient être réutilisés? Comment? À quel coût? Et de systématiquement essayer de faire une comparaison entre ce qu'on a comme potentiel bâti et ce qu'on est amené à devoir construire pour satisfaire un besoin. Quelques exemples de réalisation où, sur ces images-là, c'est un exemple de cave existante et juste à côté, donc après, ce qu'on a pu en faire, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer et assez facilement, et d'ailleurs, c'est aussi une solution d'économie, c'est réutiliser des bâtiments existants pour leur donner une nouvelle destination. Tout comme on en parlait en début d'exposé, la possibilité, quand le contexte de localisation du bâtiment le permet, d'essayer d'orienter au maximum les ouvertures vers le nord de manière à limiter l'apport de chaleur en été et également d'avoir une lumière sur les zones de travail qui est constante toute l'année. Les remplacements de toiture, on a une très grosse demande en ce moment sur des besoins en isolation de toitures existantes. Il y a eu une grande mode du fibrociment pendant des années. Au-delà de l'obligation de faire disparaître ces matériaux-là, il y a un réel avantage à remplacer ces toitures de manière à améliorer l'isolation de ces pressoirs, hein, parce qu'on a souvent le cas et des demandes sur des remplacements de toiture sur des pressoirs pour favoriser bien sûr l'isolation, améliorer le confort des personnes qui sont en dessous et par là même envisager l'ajout de panneaux photovoltaïques. Donc pour conclure, on a tous une responsabilité, nous les premiers, quand on commence l'ouvrage, à essayer de préserver ce dont on a hérité, ce qu'on va laisser aussi aux générations qui suivent. Et innover dans la conception des bâtiments, ce n'est pas forcément révolutionner la manière de faire, mais c'est se poser les bonnes questions de manière à construire le mieux possible. Bien évidemment, quand on construit le mieux possible, on construit à de meilleurs coûts et on réduit notre impact sur le besoin énergétique qui aujourd'hui ne sera que croissant, tout au moins en coût pour les générations qui arrivent. C'est quoi? Ce n'est pas forcément une obligation ni une contrainte, c'est bâtir mieux, donc quelque part c'est pour nous une solution de valorisation de notre métier de manière encore plus aboutie.